Et je voudrais qu'on ouvre un dossier qui va probablement vous partager une fois de plus. C'est le dossier de l'énergie. Parce que c'est à l'Union européenne, vous le savez, de faire en sorte que l'approvisionnement du continent soit assuré. Et c'est elle aussi qui a la tâche de chercher à maintenir ce qu'on peut qualifier, alors certains diront que ça n'est pas le cas, mais des prix supportables. Elle est le 3e consommateur mondial d'énergie après la Chine et les États-Unis. Et 70% de ce qu'elle consomme est aujourd'hui encore d'origine fossile. Toutefois, chaque État, et vous le savez, garde la main sur sa politique. Résultat, on voit les prix de l'électricité, par exemple, pour les industriels, qui peuvent varier de 17 centimes le kilowattheure en Finlande jusqu'à, je crois que c'est le plus élevé, 44 au Danemark. Alors la question qui va vous être posée sur l'énergie va l'être par Christine Goubet-Millot, présidente de l'Union française de l'électricité. Bonjour, je suis pareillement coprésidente de la commission de transition écologique du MEDEF. Donc vous avez tous parlé d'énergie. Pendant la dernière décennie, le débat a été monopolisé par une opposition entre le nucléaire et les énergies non renouvelables, en oubliant d'ailleurs de parler des réseaux, de l'importance des réseaux. Donc notre question tourne sur la directive bas carbone qui pourrait enfin terminer et mettre fin à ce débat pour une application concrète du principe de la neutralité technologique avec sanctuarisation, j'ai envie de dire, de la diversité, de la complémentarité des solutions. Donc, quand vous serez élu, est-ce que vous soutiendrez cette idée ? Merci beaucoup, Christine Goubet-Millot. Et c'est à vous, Valérie Hayet, que revient le micro pour répondre en premier à cette question. Merci Madame, de cette question. On a vu... malheureusement, ces dernières années, à la faveur des crises qu'on a traversées, à quel point le mix énergétique était déterminant à la fois pour la protection de la planète, mais aussi pour notre indépendance et notre souveraineté. Si on regarde le modèle allemand, les Allemands sont sortis du nucléaire, ils ont rouvert des mines de charbon et ils se sont mis dans la main des Russes. Et évidemment, la crise énergétique qu'on a traversée, c'est aussi le fruit de mauvais choix économiques. En France, on a la chance, ou en tout cas on a fait le choix politique du soutien au nucléaire. Le nucléaire, c'est une énergie décarbonée, produite chez nous, non intermittente, et qui nous permet d'être indépendants. C'est bon pour la planète et ça permet de préserver et de protéger les prix. Donc oui, au soutien au nucléaire. On a, dans le cadre de ce mandat, garanti que le nucléaire soit envisagé comme une énergie de transition. Agnès Pannier-Runacher a développé l'Alliance du nucléaire. Et je crois que la directive bas carbone, c'est même une proposition d'Agnès Pannier-Runacher. Donc vous ne serez pas surprise d'entendre que je soutiens cette directive bas carbone. C'est absolument nécessaire parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse soutenir le développement du nucléaire en complément évidemment des énergies renouvelables et vice-versa. Il faut qu'on puisse accélérer aussi sur le développement des SMR, les petits réacteurs modulaires, qui sont véritablement les réacteurs nucléaires de demain. Et dans mon programme, je porte dans cette campagne aussi l'investissement massif pour les SMR. C'est absolument décisif pour qu'on puisse avoir un mix énergétique qui soit le plus fiable et le plus efficace possible. Je voudrais redire à cette occasion qu'il faut les deux jambes, nucléaire, développement des énergies renouvelables, c'est le sens de la directive bas carbone, que le marché de l'énergie est un bien commun, que l'année dernière, la France a gagné 4 milliards d'euros grâce au marché européen de l'énergie, qu'il faut le dire, que sortir du marché européen de l'énergie, c'est nous mettre en difficulté collectivement, et que si les Allemands se sont opposés initialement à la réforme du marché européen de l'énergie, c'est parce qu'ils avaient en tête aussi que le nucléaire était un avantage compétitif pour la France. On a réussi à mener cette réforme à bon terme et je pense que c'est véritablement dans l'intérêt de nos entreprises françaises. Merci beaucoup. Marion Maréchal, vous avez 2 minutes pour nous apporter votre réponse. Oui, en tout cas, on est très heureux que le gouvernement ait enfin ouvert les yeux sur ce sujet du nucléaire après avoir fermé l'une des centrales telles que Fessenheim, qui était un bijou technologique en parfait état de marche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une incompatibilité entre la directive sur les énergies renouvelables qui a été votée au Parlement européen, y compris par le groupe d'Emmanuel Macron, et les objectifs nucléaires. Je rappelle, j'en ai parlé tout à l'heure, la directive sur les énergies renouvelables, c'est viser une production électrique qui aille de 42,5 voire 45%
de production électrique par les EN d'ici 2030. C'est-à-dire d'ailleurs, et c'est le projet d'Emmanuel Macron, on a déjà 50 projets de parcs éoliens en cours, mais il faudrait l'équivalent de 80 Saint-Nazaire pour tenir ces objectifs. Donc c'est recouvrir quasiment l'intégralité de la façade maritime française d'éoliennes, ce qui est un non-sens écologique et économique et énergétique, puisque chaque fois que vous avez une éolienne, pas très loin, vous avez une centrale à charbon. Vous parliez à l'instant du modèle allemand qui devrait être une leçon pour nous. Donc oui, évidemment et définitivement, il faut soutenir le nucléaire, mais il faut même déployer ce nucléaire au niveau européen. Moi, je soutiens un grand plan nucléaire européen. Il faut pour cela 500 milliards d'euros. Donc typiquement, c'est là où on attend une coopération européenne, c'est là où on attend un investissement de l'Union européenne. Il faut bien sûr soutenir, en effet, ce projet extrêmement enthousiasmant des petits réacteurs modulaires, sur laquelle la France et l'Europe est en pointe. Il faudrait d'ailleurs que ce fameux fonds de l'innovation, on en reparlera, qui ne marche pas très bien à l'heure actuelle au niveau européen, avec des conditions d'accès extrêmement drastiques, puisse prioriser justement le nucléaire dans ses critères. Et j'y reviens également, on parle de souveraineté énergétique. S'il vous plaît, arrêtons au nom du principe de précaution qui stérilise l'intelligence, qui stérilise l'innovation, donc de nous interdire par principe de rechercher ou d'exploiter un certain nombre de ressources, qu'elles soient minières ou qu'elles soient celles du gaz de schiste, puisqu'une fois de plus, cela relève de l'hypocrisie totale, puisque tout ce qu'on ne fait pas chez nous, dans des conditions d'ailleurs les plus propres et les plus respectueuses sur le plan environnemental du monde, eh bien, on ne fait que l'importer finalement d'autres pays. Merci Marion Maréchal, c'est à vous, Marie Toussaint. Oui, d'abord, je vous remercie de souligner le fait que dans ces dernières années, on n'a pas vraiment pu discuter énergie du fait de cette opposition entre nucléaire et antinucléaire. On le retrouve ici sur ce plateau, donc je ne vais pas le faire. Par contre, je vais vous répondre de 3 manières. La première, c'est la question de la sobriété. Et vous le savez, l'énergie la plus propre et la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Or, on n'a pas fait assez en la matière. Et au moment de l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine, l'Europe a décidé de manière volontaire et non contraignante de réduire sa consommation de gaz de 15%. Mais vous savez quoi ? On l'a dépassé. On a dépassé cet objectif plusieurs années d'affilée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'autre objectif devant nous, alors qu'on pourrait y aller justement. Ça sauverait le climat, ça permettrait de défendre notre souveraineté. Et j'ai travaillé beaucoup sur le gaz dans cette mandature. Je sais que 63% du gaz utilisé par l'industrie européenne pourrait être remplacé dans des délais courts par des systèmes renouvelables, notamment des pompes à chaleur, mais pas que. Or, cet objectif, il est nulle part. Il n'y a pas d'objectif qui est posé, qui est mis sur la table, et pas d'accompagnement industriel. Et donc ça, je vous demande, s'il vous plaît, avançons dans cette direction ensemble. La deuxième, c'est une directive bas carbone. On va se disputer sur ce qu'il y a dedans. Mais il y a effectivement des activités qu'il nous faut absolument soutenir. Et puis la troisième chose que je voulais vous dire, et ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est que, je vous disais tout à l'heure, il y a des entreprises qui ne jouent pas le jeu de la transition écologique. Or, il faut y aller. Et moi, je ne veux plus voir des Total, des Eni, des Repsol continuer à gagner de l'argent sur la destruction de la planète. Cela, ça doit cesser. C'est pour cela que je propose aussi un fonds de souveraineté, mais différent du vôtre, un fonds de souveraineté écologique qui serait le bras armé de la BEI, qui développe déjà ce type d'activité en prenant des parts dans les entreprises, en achetant des actions. Eh bien, je propose que ce fonds de souveraineté écologique permette d'entrer dans les entreprises qui développent encore aujourd'hui des énergies fossiles pour tout réorienter vers la transition écologique, vers l'efficacité et vers les renouvelables. Vous savez, c'est ce qu'Ørsted a fait au Danemark. En quelques années, Ørsted est passé d'une grande majorité de production d'énergie fossile à une intégralité de production d'énergie renouvelable. Je suis convaincue qu'Ørsted est en train de devenir un leader mondial sur les énergies renouvelables. J'en ai marre que l'Europe soit à la traîne et j'ai envie qu'on y aille, nous. Merci beaucoup, Marie Toussaint. Manon Aubry, on vous écoute. Merci beaucoup. Je pense que la question du coût de l'énergie est très importante et elle est particulièrement importante ces 2 dernières années. Au vu de l'explosion du coût de l'énergie, j'en veux pour preuve le redressement judiciaire, par exemple, du fabricant Duralex, qui est un type d'entreprise assez énergivore et qui est probablement victime de l'explosion du coût de l'énergie. Et on voit que ça fait peser une menace sur les entreprises. Début 2024, on a depuis début 2024 un nombre de défaillances d'entreprises qui a atteint son plus haut niveau depuis 9 ans. Ce sont plus de 100 000 emplois qui sont directement menacés par l'explosion du coût de l'énergie. Et moi, ce que je propose sur l'explosion du coût de l'énergie, je pense que ce sera un point d'accord. L'enjeu, c'est le prix et la stabilité pour avoir de la prévisibilité. Et il se trouve que sur ces 2 éléments, le marché de l'énergie européen ne marche pas.
il ne vous garantit ni un prix abordable, ni de la stabilité dans les prix. Et je pense que ça doit être les deux leviers principaux sur lesquels on doit agir. Sur les prix, c'était intéressant, la Cour des comptes elle-même disait que les entreprises paient un tarif 50% trop élevé par rapport au coût de production total de l'énergie. Et là aussi, c'est le résultat du marché de l'énergie, qui a quand même profité à un tout petit nombre d'entreprises énergéticiennes, mais qui derrière a pénalisé l'ensemble des entreprises de ce pays. Et sur la stabilité et la prévisibilité, on voit que les tarifs sont extrêmement volatiles d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Et ce que je regrette, c'est que toutes les entreprises de plus de 10 salariés, j'imagine que ça en concerne un certain nombre d'entre vous ici dans cette salle, ne puissent plus bénéficier des tarifs réglementés. Et moi, je suis pour revenir à des tarifs réglementés, fixés par l'État, qui vous permettent d'assurer la prévisibilité des prix de l'énergie sur le moyen et long terme et qui permet aussi de faire sortir la tête de l'eau à un certain nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui victimes de l'explosion des prix de l'énergie à tous les niveaux, du boulanger jusqu'à Duralex. Et je pense que ça doit être véritablement une des principales priorités. Merci beaucoup Manon Aubry. Jordan Bardella, je vous voyais réagir tout au long des prises de position. On vous écoute. Peut-être juste revenir quand même, parce que j'ai quand même entendu là, vous avec la CSRD, que le devoir de vigilance ne toucherait pas les TPE-PME. C'est un mensonge. Il y aura évidemment des répercussions sur tout le réseau des petites et moyennes entreprises, et évidemment que ces obligations, elles s'appliqueront. Deuxièmement, je suis ravi de voir que le gouvernement s'est converti au nucléaire après la fermeture de Fessenheim, l'abandon d'Astrid, le sous-investissement dans la filière qui fait qu'aujourd'hui on manque de compétences et qu'on est obligé d'aller chercher des soudeurs, notamment aux États-Unis, parce que le savoir-faire français s'est perdu. Je vais être un peu provocateur en vous disant que la France a fait sa transition énergétique et que précisément, du général de Gaulle au président Sarkozy, nous avions, de manière transpartisane et incontestée, un atout qui s'appelait le nucléaire pour la compétitivité de nos entreprises, pour le pouvoir d'achat des familles françaises et accessoirement pour l'indépendance énergétique de notre pays. Je pense que la remise en cause du nucléaire, à la fois par la France et par l'Union européenne, a représenté une faute économique et une faute politique très lourde, sur laquelle il faut aujourd'hui évidemment revenir. J'ai évoqué tout à l'heure les réformes que nous souhaitons porter pour le marché européen de l'électricité, en sortant des règles de fixation des prix. Personne ne sort du marché puisque ce marché existe par définition. Mais enfin, d'aller expliquer aux Français que la réforme qui a été mise en œuvre à l'automne a des conséquences sur leur pouvoir d'achat, je pense qu'il n'y a pas un boulanger ou qu'il n'y a pas un ménage français qui a le sentiment que depuis le mois d'octobre, sa facture d'électricité a baissé pour une raison très simple, c'est que vous ne touchez pas, au-delà des CFD, aux règles de fixation des prix, qui fait que nous ne pouvons pas bénéficier de cette énergie pas chère et décarbonée. Je suis pour la fin de l'Arenh, qui oblige aujourd'hui EDF à brader 25% de sa production à des prestataires privés, qui se contentent de reprendre cette production et de la vendre beaucoup plus cher, et évidemment de sanctuariser EDF. Le nucléaire, le nucléaire, le nucléaire. Ce n'est qu'à cette condition que nous voterons en faveur de la directive bas carbone, étant entendu que cet atout français doit être sanctuarisé à l'intérieur de ce texte, qui doit comprendre aussi évidemment le développement d'autres types d'énergie, je pense aussi au barrage, à l'hydrogène, mais en gardant ce socle qui est évidemment français et qui est un atout important pour la réindustrialisation. Merci Jordan Bardella. François-Xavier Bellamy, on vous écoute 2 minutes également. C'est intéressant de voir ce débat parce qu'on voit aussi la réalité du clivage qui nous aura opposés au Parlement européen au cours des dernières années. La vérité, c'est que sur CSRD, moi je suis sur devoir de vigilance, je suis aussi très inquiet de la version finale du texte, nous nous y opposerons. Et on voit finalement que on a ici devant vous les macronistes, les verts, les socialistes et l'extrême gauche qui, et ça aura été un clivage assez récurrent dans ce débat, qui vous promettent la simplification, mais qui continuent, parce que le vote est la semaine prochaine, qui continuent de voter pour un maximum de complexité. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut revenir, encore une fois, à la vérité des faits et à la vérité des actes. Et sur le nucléaire, on va se dire les choses franchement. Il faut arrêter l'hypocrisie maintenant. Je me suis battu tout seul au Parlement européen pendant 5 ans pour défendre le nucléaire. Je me suis battu pour faire en sorte qu'il soit réintégré dans les politiques européennes parce qu'il en était systématiquement exclu. Et tous ceux qui sont ici ont voté contre les amendements que je déposais, par exemple pour inclure le nucléaire dans le plan REPowerEU, 210 milliards d'euros. Donc
Je crois qu'il faut regarder les choses en face. Et la première chose que vous devriez présenter aux Français, Madame Hayet, quand vous parlez de nucléaire, c'est d'abord vos excuses. Parce que Pascal Canfin, qui faisait la politique de votre délégation au Parlement européen, est anti-nucléaire. Il l'a assumé, il l'a dit, il voulait sortir du nucléaire. Parce que Emmanuel Macron a fait voter la programmation pluriannuelle de l'énergie qui devait fermer 14 réacteurs en plus de ceux de Fessenheim que vous avez fermés. Et parce que si on a frôlé le blackout l'hiver dernier, si on est devenu dépendant du charbon, si on a été contraint de rouvrir nos centrales à charbon en France, c'est à cause de cette politique aberrante. Il faut se dire les choses franchement, parce que ça suffit encore une fois de se contenter de belles déclarations quand on a fait le contraire au Parlement pendant 5 ans. Il y a la question du nucléaire, mais il y a aussi la question de notre mix énergétique. Et Madame la Présidente, je vous remercie de votre question. On a besoin d'une diversité de solutions. On a besoin de notre hydroélectricité. On n'en a pas parlé, mais c'est une part fondamentale du mix français et on se battra, on s'est battu contre la politique dogmatique de la Commission européenne qui voudrait remettre en cause notre modèle de concession. Et puis, il y a la question des renouvelables. Nous ne croyons pas une seconde que pour la France, une politique massive d'investissement dans les renouvelables, ça ait du sens parce qu'on a déjà le point de PIB le plus décarboné d'Europe. Le seul sens que ça peut avoir, c'est un sens local. Mais vous le disiez à l'instant, il faut penser l'investissement dans les réseaux. C'est aussi un enjeu majeur, on n'en parle pas assez. Pardon d'avoir été trop court, mais sur les questions d'énergie, il faut être sérieux. Vous pourrez continuer le débat tout à l'heure, après évidemment ce temps qui vous est imparti. Je suis désolée de jouer la montre. Raphaël Glucksmann, vous serez le dernier à intervenir sur cette question de l'énergie. Je repartirai de la fin. Il faut investir dans les réseaux, c'est la première chose. Et c'est essentiel et ça sera extrêmement, extrêmement cher. Et donc, ça supposera des investissements massifs. Mais maintenant, j'aimerais dire une chose. En France, on a une tradition malheureuse qui est de confondre en permanence la fin et les moyens. Quand on a une discussion, on sursacralise la question des moyens et on les prend pour des fins. Donc en France, le débat, ça a été pendant extrêmement longtemps pro-nucléaire contre anti-nucléaire. La sortie du nucléaire est un objectif en soi, ou le nucléaire, le développement nucléaire est un objectif en soi. Non, la finalité, c'est la décarbonation de notre production électrique. La finalité, c'est la souveraineté. C'est ça les finalités. C'est pas le nucléaire ou pas le nucléaire. Donc, il faut être religieux sur la finalité, la souveraineté et la décarbonation, et ensuite pragmatique sur les moyens. Et donc, quand on dit du nucléaire, pour citer M. Bardella, il faut avoir lu les scénarios. Le scénario RTE le plus favorable au nucléaire. Si tous les EPR fonctionnent, c'est 50% dans le mix. 50%. Et donc, il faut développer les autres aussi. Les énergies renouvelables, y compris les éoliennes et le photovoltaïque. Et par ailleurs, EDF, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un lobby anti-nucléaire, a priori. Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a... Non. A priori, non. Donc, dans leur projection, c'est un passage de 25% à 16% pour l'électricité européenne. Et donc, quoi? Ça veut dire que EDF nous dit que ça ne sera pas tout nucléaire. Et donc, il faut développer les autres aussi. Maintenant, moi, je l'ai dit, le mix, ça sera un mix. Merci. Et, je termine, quand on a un pays comme l'Italie, par exemple, qui fait 2 référendums pour sortir du nucléaire, on ne va pas lui imposer de revenir au nucléaire. Donc, il faut que les politiques, justement, sur les directives bas carbone, laissent la liberté aux États de choisir leur mix énergétique tant qu'il est décarboné et qu'il assure la souveraineté de l'Europe. Merci Raphaël Glucksmann.